TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Avant de commencer notre émission, deux choses à vous dire. La première, TV Liberté n'existe que grâce, je vous le rappelle, à votre générosité qui ne doit pas faiblir. Nous avons besoin de vous pour continuer notre combat contre le système. Alors aidez-nous, rendez-vous sur tvl.fr pour nous faire un don. La deuxième chose, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce en l'air à nos contenus et à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement sur Internet. Voilà, merci. Ceci étant dit, notre invité aujourd'hui, Alain Falento. Bonjour monsieur. Bonjour. Alain Falento, vous êtes entrepreneur et conseiller économique. Vous publiez cet ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, 30 ans après Maastricht. Sortir de l'Europe, question de vie ou de mort. Alain Falento, on va commencer par une citation que j'ai trouvée dans votre ouvrage. L'oligarchie financière qui a pris le pouvoir n'a nullement besoin de se cacher car elle nous tient par le droit. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule « elle nous tient par le droit » ? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu une inversion des valeurs. La Constitution européenne a commencé par des promesses de paix éternelle, de prospérité insolente, qui bien sûr n'ont pas été tenues. Et maintenant, ils ont inversé la hiérarchie des valeurs, qui était, comme l'avait précisé le général de Gaulle, d'abord la France, ensuite l'État, et seulement ensuite le droit, à condition que les intérêts des deux précédents soient préservés. Et l'Union européenne voit ça différemment avec d'abord le droit. C'est-à-dire qu'ils considèrent que nous sommes avec eux dans une relation contractuelle. Nous avons signé les traités, donc il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Vous dites, Alain Falento, notre avenir est écrit noir sur blanc. C'est quoi notre avenir et c'est écrit où noir sur blanc notre avenir ? Ça s'appelle le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est le document de référence. Le TFUE. Le TFUE. Et tout est écrit à l'intérieur. Il y a quelques centaines d'articles. Et donc, chaque fois qu'un de nos politiciens a une proposition à faire, eh bien, il devrait d'abord se référer à ce document afin de savoir s'il pourra être mis en œuvre ou pas. Comment vous le voyez, l'avenir de nous autres Européens ? Sombre et triste. C'est-à-dire ? Sombre et triste. Pourquoi ? D'abord économiquement, parce que nous allons subir une inflation terrible, une récession probablement. Et surtout, l'Union européenne est une entité qui n'a pas de projet. C'est surtout ça le problème, qui n'a rien à dire à sa jeunesse. Si vous regardez les premiers articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne, on n'y parle que de droits de l'homme, de distribution de droits, de LGBT. Et c'est une distribution de droits à tous ceux qui sont surtout extra-communautaires. Et surtout, quand vous regardez maintenant le Volapük utilisé pour rédiger les documents internes, on y voit revenir un mot assez inquiétant qui est le mot de résilience. Une ligne sur deux, on y parle de résilience. Or, dans l'échelle de l'espoir, vous avez d'abord la volonté de puissance,
ce que l'Union européenne n'a pas, la volonté de puissance sur l'extérieur, la capacité à imposer sa volonté à d'autres entités politiques. En mode dégradé, vous avez l'antifragilité, dans le sens de Taleb. Ensuite, vous avez l'immunité. Vous avez la robustesse. Et le niveau le plus bas de l'espoir, c'est la résilience. C'est quand on a déjà accepté la fin. D'accepter la catastrophe. Alors vous dites que l'Union européenne n'a pas de projet, néanmoins on voit poindre ces deux projets, digitalisation de l'identité et puis une immigration, un projet d'immigration extra-européenne toujours plus importante. Oui, Thierry Breton nous a prévenus, contractuellement ce sera comme ça, nous avons besoin de 50 millions d'extra-européens. Thierry Breton, le commissaire européen français. Il l'a dit il y a quelques années. Ouais. Nous avons besoin, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons besoin de 50 millions d'extra-européens et il en sera ainsi. Alors, concernant la digitalisation de l'identité et j'imagine l'euro numérique que nous allons évoquer, ça c'est de loin le projet le plus inquiétant que j'ai jamais vu depuis que je m'intéresse au fonctionnement de l'Union européenne. On y reviendra plus tard dans cet entretien avec vous, Alain Falento, mais avant, vous nous expliquez que nos problèmes sont quand même en grande partie dus à notre appartenance à l'UE et à l'euro. C'est quoi les mécanismes qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire croissance zéro et inflation galopante ? Eh bien, la zone euro est de toute façon une zone qui statistiquement sous-performe. Sous-performe de 1% toutes les autres zones économiques du monde. Alors à quoi c'est dû ? C'est dû au fait qu'on ne peut pas faire cohabiter dans un même espace économique un monstre industriel comme l'Allemagne et puis des pays ordinaires comme la France ou même des pays du Sud. L'Allemagne est un pays qui est complètement orienté vers l'industrie, mais jusqu'au moindre écosystème. 30% des Allemands travaillent pour l'industrie. Les banques sont orientées vers l'industrie, les formations sont orientées vers l'industrie. Donc c'est un pays extrêmement productif et il n'est pas possible de rivaliser avec un pays comme ça, surtout dans une zone sans tarif douanier, surtout avec la même devise, en partageant la même devise. Notre problème, ce n'est pas le dollar, ni l'yen, c'est l'Allemagne. Il n'est pas concevable de pouvoir rivaliser avec un pays comme ça au sein de l'euro. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Alain Falento, excusez-moi, aux exécutifs français comme pouvoir ? Alors, Mitterrand, je me souviens que Mitterrand avait dit « Je suis le dernier grand président. Après moi, il n'y aura plus que des comptables et des financiers. » Et d'ailleurs, en signant le traité de Maastricht, il a bien veillé à ce que ce soit le cas. Il a dépossédé tous ses successeurs de tous les leviers régaliens. C'était après moi le déluge, quoi. Oui, je pense qu'il pensait à sa postérité. Il ne reste rien. Ils n'ont plus la main sur rien. Aucune politique industrielle n'est envisageable. Ça va contre les traités, la concurrence libre et non faussée. Est-ce que la politique sociale reste quand même dans les mains du gouvernement ? On dénonce tout le temps l'assistanat en France. Est-ce que l'Union européenne est d'accord avec cela ? Oui. Je crois que c'est la seule chose qui reste dans les mains du gouvernement, les dépenses sociales. Pour l'instant. Mais Macron a reçu sa feuille de route, ce qui s'appelle le semestre européen, ce qui s'appelait avant les GOPÉ. Des grandes orientations de politique économique. Et on lui a demandé expressément de régler le problème des retraites. C'est pour ça qu'il gouverne à coup de 49-3, parce qu'il n'a pas le choix. Il a reçu sa feuille de route et il doit s'exécuter. Et on a su notamment que lorsqu'il avait reçu M. Cirelli, qui est le président de BlackRock France, il y avait eu des discussions autour des retraites et de l'intérêt que BlackRock, ce fonds d'investissement américain, portait à l'orientation que le texte allait pouvoir prendre. D'autant plus que, visiblement, BlackRock détiendrait 4 ou 5% de la dette française. C'est-à-dire ça les met en capacité de créer un krach obligataire. D'accord. Oui, le krach obligataire qu'on voit tous poindre, on en parlera peut-être plus tard dans cet entretien. Vous dites, on va faire un petit peu d'histoire tous les deux pour comprendre un petit peu les origines, la tournure d'esprit de ceux qui ont inspiré l'Union européenne, les pères
de l'Europe. Vous dites c'est une création, l'Union européenne, inspirée des États-Unis. Alors, ces pères de l'Europe que sont, tout le monde les connaît, tous les collégiens les connaissent, Jean Monnet, Robert Schuman. Quelle relation entretenait-il donc avec Washington ? Monnet était officiellement un agent de la CIA. Personne ne le nie, hein. Il était rémunéré. Même la Fondation Monnet reconnaît qu'il touchait des fonds des États-Unis. Bon, moi, c'est clair. Et Schuman, il y a de fortes suspicions. Mais en tout cas, Monnet était son assistant. Donc, ils étaient tous les deux très proches des milieux anglo-saxons. Monnet avait passé quasiment toute sa vie aux États-Unis. C'était l'ami des puissants, il s'était fait des relations. Et donc, lorsque les États-Unis ont décidé de réorganiser l'Europe de l'Ouest, ils ont chargé Monnet et Schuman de mettre au point un plan consistant à neutraliser l'Allemagne et la France. En utilisant quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est la théorie du doux commerce de Montesquieu. Oui. C'est-à-dire qu'en multipliant les échanges commerciaux, on réduit les risques de guerre violente. Ce qui est plus que discutable, sachant que dans les années 1910, jamais les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la France n'avaient été aussi importants. Mais c'est le point de départ. Intriquer l'Allemagne et la France, et surtout réduire les États-nations à néant. Et vous dites qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les peuples n'avaient pas du tout envie d'une fédéralisation de l'Europe. Et pourtant, c'était le projet qu'avait déjà dans la tête Jean Monnet avec sa politique, disait-il, des petits pas. On avance petit à petit pour habituer. Et en fait, toute cette construction européenne jusqu'au traité de Maastricht s'est faite sans les peuples. Oui, et c'est fait sans les peuples pendant près de 45 ans. Alors déjà parce que faut se replacer aussi dans le contexte, disons, technologique de l'époque. J'imagine qu'on était peu informés. On n'était pas informés de ce qui se passait et les gens avaient certainement d'autres choses à faire que de s'intéresser à la construction européenne. Et la construction européenne n'avait pas du tout l'intention à attirer l'attention sur elle. Ça s'est fait dans le secret. Ils ont toujours procédé comme ça. D'ailleurs, c'est une méthode qu'ils ont conservée. Le plan Schuman de 1950, par exemple, a été conservé secret jusqu'au dernier moment. Afin des dires même de Schuman de ne pas provoquer de contestation dans le gouvernement français. Donc la technique, c'est toujours la même, elle est encore employée de nos jours. On fomente des petits projets dans un coin et on essaie de mettre les gouvernements devant le fait accompli. Si ça ne passe pas, comme par exemple ce fut le cas de la CED, la Communauté européenne de défense, on met de côté, on reviendra dans 10 ans, dans 15 ans, c'est la méthode dite des petits pas. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'à Maastricht, jusqu'en 1992. Mais après Maastricht, c'est quand même un point de bascule très important. Avant Maastricht, tout fonctionnait, c'était avant tout une zone économique. Ça fonctionnait par délégation de souveraineté. Après Maastricht, on est dans le transfert de souveraineté, et un transfert quasi définitif, puisqu'il est inscrit dans la Constitution. Et pour modifier la Constitution en France, il faut être 3/5 des députés. Et ça, c'était avec le traité de Rome qui a imposé la supériorité du droit européen sur le droit national. Voilà. Et vous dites également, preuve que la France et l'Union européenne sont maintenant sous la coupe de ce qui se passe outre-Atlantique, c'est que la crise de la dette que l'on a vécue en 2012, l'euro à cette époque a été sauvé par... Oui. Vous l'expliquez par dans un votre swap livre. Miraculeux, je crois, de la banque Goldman Sachs. Ouais. D'ailleurs, l'euro n'a jamais eu pour objectif de faire face au dollar, de se poser comme une alternative au dollar. Et d'ailleurs, le dollar ne supporte aucune alternative. Les Américains sont prêts à faire la vraie guerre pour préserver ce privilège. Il est très important que l'euro survive pour les Américains parce qu'il est plus facile de contrôler une banque centrale que 19. Au commencement, comme disait l'autre, étaient donc Schuman et Monnet. Aujourd'hui, on assiste à la politique de Madame van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui envoie des milliards à l'Ukraine pour soutenir, pour entretenir la guerre. Est-ce conforme cette politique aux traités européens ? Alors moi, je ne vois pas quel article du traité de fonctionnement de l'Union européenne permette à Madame van der Leyen d'abord de déclarer la guerre à la Russie, comme elle l'a fait, et deuxièmement d'acheter des armes pour les vendre à l'Ukraine. Je n'ai pas trouvé, mais j'imagine qu'il y a certainement des juristes qui vont se porter sur la question.
Et comment vous expliquez, par exemple, que la Cour de justice de l'Union européenne ne se mêle pas de cette violation des traités? Il faut que quelqu'un la saisisse. Il faut que le dirigeant d'un pays de l'Union européenne saisisse la Cour de justice. Et vous dites, Emmanuel Macron n'a pas le courage de s'opposer à la Commission européenne, mais en réalité, ils sont bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas une question de courage, ils vont tous les deux dans la même direction. Macron, comme tous ses prédécesseurs depuis Giscard, il souffre d'une maladie. Je pense que Giscard était le premier. Une fascination pour l'Allemagne. Une fascination. Giscard n'avait pour objectif pour la France, je rappelle, que d'avoir un strapontin à la Bundesbank. C'était son seul objectif. La Banque centrale allemande. La Banque centrale allemande. Et depuis Giscard, tous les présidents français, d'abord, dès qu'ils sont élus, vont se faire adouber directement à Berlin, et sont persuadés d'entretenir une relation particulière avec l'Allemagne. Moi qui passe des mois en Allemagne chaque année, près de la moitié de l'année, je peux vous dire qu'en Allemagne, on ne parle jamais de nous, sauf pour rigoler, sauf pour ricaner, montrer des manifestations et des gilets jaunes. Donc ça porte un nom, ça s'appelle la libérance, c'est-à-dire l'illusion d'entretenir une relation avec quelqu'un. Et ça peut déboucher sur une maladie mentale qui s'appelle l'érotomanie. Et c'est bien de ça dont ils souffrent. Ils feraient n'importe quoi pour plaire à leur suzerain. Alors après les sanctions que l'Union européenne donc a pris contre la Russie, Moscou a suspendu ses livraisons de gaz vers l'Europe. On en parle depuis des semaines maintenant. Emmanuel Macron a alors annoncé que la France allait livrer davantage de gaz à l'Allemagne en échange d'électricité. Est-ce que la solidarité européenne va suffire à sauver les entreprises françaises dont, je le rappelle, la facture d'électricité va être multipliée par 10 ? Oui. Ah non, mais aucune entreprise, enfin à ma connaissance, à moins d'avoir les reins extrêmement solides, aucune entreprise ne peut supporter la multiplication par 10 de sa facture d'électricité. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des hauts fourneaux qui avaient commencé à fermer, soi-disant pour 4 mois. Un haut fourneau, c'est pas une voiture qu'on remet en route en mettant la clé. Il y a un risque, c'est qu'il ne réouvre jamais et qu'il soit plutôt réouvert aux États-Unis. Donc, vous craignez une délocalisation des entreprises françaises vers les États-Unis. Surtout des grands groupes. Parce qu'ils ont les moyens. Les autres vont mourir, tout simplement. Et cela, vous l'expliquez, c'est en partie dû à cette gabegie du marché européen de l'électricité. Le marché européen de l'électricité, c'est la convergence de l'impéritie des gouvernants français et de la folie européenne de la concurrence, là où il n'est pas censé y en avoir. Donc nous sommes entrés dans un système qui est à notre désavantage, qui est à l'avantage exclusif des Allemands, parce que, alors vous me direz pourquoi, parce qu'en fait on n'est pas tous égaux face à l'Union européenne. Il y a des pays qui ont compris, comme l'Allemagne, que l'Union européenne pouvait être un outil pour imposer ses vues. C'est pour ça qu'il place des hommes dans les sous-commissions, parmi ceux qui rédigent les lois, là où c'est important. Et donc l'Allemagne a réussi à imposer ses vues sur l'énergie comme ça, et nous, comme d'habitude, nous subissons. Donc c'est en train d'un système qui est à notre désavantage. Alors, autre conséquence de ces sanctions imposées à la Russie unilatéralement par la Commission européenne de Mme von der Leyen, la politique, l'agriculture, on sait en 1962, à la création de cette politique agricole commune, la PAC, elle avait été lancée pour faire en sorte qu'il y ait une souveraineté alimentaire en France, en Europe plus largement. Mais maintenant que la Russie a cessé ses exportations d'engrais azotés qui sont essentiels pour les paysans français, est-ce qu'on est assuré d'avoir du blé l'an prochain ? D'abord, on est assuré. Non, il y aura pas plus. Les rendements vont baisser s'il n'y a pas assez d'engrais. Mais en plus de ça, nous avons volontairement livré la production agricole au marché. Que je sache, il n'est pas possible à un État de préempter une partie de la production. Elle doit être vendue au prix de marché. Donc aucune politique agricole de souveraineté alimentaire n'est possible en tenant compte des textes en vigueur. Vous voulez dire qu'on a annulé les prix. Il n'y a plus de prix, en fait, sur les céréales, quoi. Non, on est livré à un prix de marché, de marché mondial au Chicago Board. D'accord. Voilà, si on voulait assurer notre souveraineté alimentaire, il faudrait préempter une partie de la production nationale et faire des accords avec les industriels
nationaux. Et ça, c'est strictement interdit. Et ça, c'est depuis quand exactement cette politique Quand est-ce qu'on a livré nos paysans aux marchés internationaux? Maastricht, on peut considérer que ça commence avec Maastricht. Voilà, la concurrence libre et non faussée. C'est pour ça qu'on compte un suicide de paysans tous les 2 ou 3 jours. C'est ça, parce qu'on a transformé des agriculteurs en chasseurs de primes. Un agriculteur ou un éleveur, c'est fait pour produire. C'est fait pour produire pour l'industrie agroalimentaire. C'est pas fait pour remplir de la paperasse, pour mettre ses terres en jachère. Alors, on arrive un petit peu dans le cœur nucléaire de notre entretien, Alain Falento. On va parler de l'euro. On rappelle, il a perdu 15% de sa valeur depuis le début de l'année, faisant exploser les prix à la consommation. Dans quelle mesure pensez-vous que le niveau de vie des Européens, et plus spécialement des Français, dans quelle mesure ça va être impacté? Vous voulez dire quantitativement? Oui. Déjà, l'inflation ne va pas s'arrêter l'année prochaine. Donc déjà, il y aura certains... Et en plus, l'inflation calculée par l'INSEE, qui ne correspond pas à la vie des citoyens ordinaires. Elle est officiellement de 6,2. Oui, 6,2, oui. Bien, si vous allez au supermarché de temps en temps, vous remarquerez qu'elle est plutôt de 20 à 25. Et j'entendais d'après ce que moi j'ai constaté. Et j'entendais le PDG de Carrefour dire que sur certains produits frais, c'était 40%. Oui. Monsieur Bompard. Oui, absolument. Donc l'inflation réelle pour quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, l'inflation l'année prochaine, alimentaire, juste alimentaire, tournera plutôt autour des 20 à 25% sur les produits de base, de première nécessité. Ajoutez à ça la hausse des taux qui va faire baisser le prix des obligations, donc ça va peser sur les fonds obligataires et les économies des gens, qui vont perdre sur leurs économies probablement dizaines de pourcents au pouvoir d'achat chaque année. Voilà, c'est ça la perspective pour les années qui viennent. Est-ce qu'on peut imaginer que cette inflation puisse nuire au point de l'abattre, l'euro? De toute façon, l'euro finira par s'abattre tout seul parce que l'euro n'existe pas en fait. L'euro est une fiction. L'euro est une fiction d'abord technique. Bon, j'imagine qu'on y reviendra plus tard sur la façon dont il est fait, et une fiction symbolique. Pour avoir une monnaie crédible, il faut avoir des symboles, il faut avoir des billets de banque qui correspondent à quelque chose, qui correspondent à un pays. L'euro, qu'est-ce qu'il y a sur les billets de banque d'euros? Il y a des monuments qui n'existent pas. Cette monnaie est fictive et dans sa construction, elle est également, parce qu'en réalité, il n'y a pas 1 euro, il y en a 19. Oui, alors ça c'est très intéressant et on va en parler juste après la pause. C'est ce qu'on avait évoqué d'ailleurs avec Olivier Pichon, avec Vincent Brousseau qui est aujourd'hui décédé. On va parler justement de cette... ce que vous appelez un problème, un défaut sous le capot de la BCE. On va parler de cette faiblesse de l'euro et on en parle juste après la pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Politique et Économie avec notre invité Alain Falento. On parle beaucoup en ce moment, monsieur, de cette crise de l'euro. Mais est-ce que c'est nouveau ce phénomène ? Non, l'euro était déjà en crise quelques années après son lancement. Il était mis en circulation en 2002. En 2008, il était déjà en crise. On commençait à se demander s'il allait survivre. En 2012, il a fallu encore le sauver. Alors, est-ce que vous vous demandez si le dollar va disparaître? Est-ce que vous vous demandez si le rouble va disparaître même? Est-ce que la livre sterling ou le franc suisse vont disparaître? Même si l'Angleterre faisait défaut, personne ne pense que la livre sterling disparaîtrait. C'est une institution. Or, l'euro, toutes les semaines, il y a un article pour savoir comment on va faire pour sauver l'euro. Mais c'est lié à quoi ce manque de crédibilité, de confiance dans cette monnaie? Parce qu'il n'y a pas de politique de la Banque Centrale Européenne. D'après ses statuts, la Banque Centrale Européenne doit maintenir une inflation aux alentours de 2%. Elle a été créée pour ça. Ça fait bien longtemps qu'on est passé à autre chose. Maintenant, la Banque Centrale Européenne est là pour sauver les dettes, pour sauver les pays du Sud de la faillite. C'est ce qu'elle fait. Elle rachète tout ce qu'elle trouve. Alors, elle détient 30% de la dette de l'Italie, 750 milliards, pour une durée indéterminée.
La Banque Centrale Européenne est un canard sans tête. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, avec une banquière centrale, Madame Lagarde, qui n'est pas une banquière centrale. Madame Lagarde ne connaît pas la communication d'une banque centrale. C'est une juriste déjà à la base. Voilà. Monsieur Draghi, il est ce qu'il est, mais c'était un vrai banquier central. Draghi, quand il dit quoi qu'il en coûte, il y a un double message dans son quoi qu'il en coûte. Il y a le quoi qu'il en coûte pour nous, pour les détenteurs de comptes, qui nous dit vous inquiétez pas, on fera ce qu'il faut pour que votre banque survive. Et il y a le quoi qu'il en coûte pour les spéculateurs qui seraient tentés d'attaquer l'euro et à qui on dit nous ferons tout ce qu'il faudra pour vous écraser comme des punaises au cas où vous attaquez notre devise. Et Madame Lagarde, on passe à Madame Lagarde qui nous dit cette inflation venue de nulle part. Un banquier central n'a pas le droit d'être dans l'ignorance d'où vient l'inflation. Donc rien que pour cette raison, la Banque centrale européenne n'est pas crédible. Rien qu'à cause de son incarnation, Madame Lagarde. Alors on l'évoquait un petit peu en première partie et avec Vincent Brousseau, je l'ai rappelé dans la première partie, ce défaut de fabrication au sein de la BCE qui, dites-vous, pourrait être fatal à l'euro, c'est quoi ? Eh bien, il faut comprendre que l'argent qui est sur les comptes, qui est sur votre compte, il n'y a pas forcément un billet, une somme en euros en billets adossés. C'est une créance que vous avez sur une banque commerciale et cette banque commerciale a une créance sur votre banque nationale, pas sur la Banque Centrale Européenne directement. Sur la Banque de France. Sur la Banque de France. Ouais. Et c'est comme ça pour les 19 membres de l'euro. D'accord ? Donc lorsque vous faites un virement d'un pays à un autre, on débite un compte d'un côté et on le crédite de l'autre. Il y a des créances qui disparaissent et des créances qui sont créées. Et normalement, il devrait y avoir une sorte de clearing pour nettoyer tout ça de manière régulière. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais de transfert d'une banque centrale nationale à une autre banque centrale nationale. Or, qu'est-ce qui se passe ? L'Allemagne étant un pays fortement exportateur, eh bien forcément, il subit un afflux d'euros venant des autres pays. Et donc, qui se transforme en une dette, en fait. Et maintenant, ça atteint des sommes considérables. C'est ce qu'on appelle les sold targets. Sold target 2. Et dans le cas de l'Allemagne, on dépasse le trillion. Et l'Italie, elle toute seule, doit normalement, la Banque centrale italienne devrait envoyer 350 milliards ou 450 milliards à la Bundesbank. Et tout le monde sait très bien qu'elle ne pourra jamais. Ce qui crée des tensions. On commence à se parler très mal au sein de la BCE. Ça fait des années que c'est très tendu, l'ambiance. Et c'est peut-être pour ça que Mario Draghi, en tant qu'Italien, a été placé à la tête de la BCE. Oui, pour essayer d'apaiser l'esprit, de rassurer la Bundesbank. Alors on sait aussi, autre problème de l'euro, qu'il est 30% surévalué pour l'économie française, qu'il est 30% sous-évalué pour l'économie allemande. C'est quoi les effets concrets de ce différentiel ? Eh bien, pour des déficits commerciaux pour nous, oui. Des excédents commerciaux pour l'Allemagne, et surtout pour nous, une désindustrialisation massive. Avant même que l'euro entre en fonction en 2002, il y avait déjà eu convergence, on avait fait converger les monnaies vers leur destination finale. C'est à 6,55 par rapport à l'écu, 6,55, 257 pour le franc, et à peu près 1,95 Deutschmark. Cette convergence toute seule a détruit quelques millions d'emplois industriels en France. Donc la convergence n'a pas eu lieu. La convergence n'a pas eu lieu parce qu'elle ne peut pas avoir lieu. Parce qu'il peut y avoir de convergence dans ce cas de figure que s'il y a des transferts massifs, ce qu'on appelle en France la péréquation. Donc on sait qu'il faudrait que l'Allemagne accepte de transférer 8 à 10% de son PIB chaque année vers les pays du Sud, y compris la France, parce qu'il faut quand même dire que la France devient un pays du Sud. Se pense comme un pays du Nord, mais on commence à avoir les comptes publics d'un pays du Sud. Donc il faudrait que l'Allemagne transfère 8 à 10% de son PIB vers le Sud chaque année. Je ne voudrais pas être le politicien allemand qui va aller annoncer ça à la télévision. Donc, ça n'arrivera pas. Donc il n'y aura jamais de convergence et il y aura même de la divergence. Ça ne fera que diverger. Alors pour compenser ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a permis aux pays du Sud de s'endetter. Et alors, autre chose que vous évoquez et que peu de gens connaissent, c'est ce que doit l'Allemagne à la Grèce depuis la Seconde Guerre mondiale, à savoir 7 milliards d'euros au titre de l'occupation, oui. Et que l'Allemagne a réussi à
à faire disparaître cette dette au moment de sa réunification, parce qu'elle éprouvait des difficultés à ce moment-là. Oui, Helmut Kohl, c'est lui, je crois, a décrété que la réunification commençait à être beaucoup trop chère, et il a unilatéralement décidé de ne pas payer sa dette à la Grèce. Donc normalement, c'est un défaut unilatéral. Mais les Américains ont fait pression pour que ce soit oublié. Mais il faut le dire, l'Allemagne était en défaut. Parce que la réunification, c'est l'Europe en petit. Tous les problèmes de la réunification, les problèmes d'absorption de l'Allemagne de l'Est, sont des leçons pour les problèmes de convergence de l'Union européenne. Ça fait 30 ans que l'Allemagne de l'Est a été réabsorbée par l'Allemagne de l'Ouest. Il y a plus d'1 trillion d'euros, 1000 milliards d'euros qui ont été investis, des infrastructures. Et 30 ans après, les gens se considèrent en Allemagne de l'Est encore comme des citoyens de seconde zone. Et vous dites économiquement et culturellement... Économiquement et culturellement. 30% des Allemands de l'Est, c'est des sondages que j'ai vus la dernière fois, considèrent qu'il y avait plus de liberté d'expression en Allemagne de l'Est que maintenant. Dont la plupart, les jeunes n'ont jamais connu le communiste. Donc ça montre que l'Allemagne n'a pas réussi à intégrer l'Allemagne de l'Est encore, malgré tous les fonds dépensés. Donc comment on peut espérer intégrer la Grèce, le Portugal et l'Espagne et la France au sein de l'Union européenne? Comment? Par quel miracle? Alors vous dites, c'est assez paradoxal, Alain Falento, je vous ai bien lu, que l'Allemagne aurait tout intérêt à sortir de l'euro aujourd'hui. Et pourtant, dans le même temps, vous dites que si elle le faisait, son marque serait surévaluée de 30% instantanément, et ce qui lui ferait perdre son intérêt, son avantage actuel sur ses exportations. Oui, mais l'Allemagne commence à nous tourner le dos. Comme vous avez remarqué, elle est tournée maintenant vers la Chine. Parce qu'il faut savoir que l'Allemagne est un des rares pays à avoir un excédent commercial avec la Chine. Et un excédent commercial extrêmement, extrêmement conséquent. Donc, entre une politique à taux zéro qui ruine les retraités allemands et une réduction de l'excédent commercial, il est tout à fait possible que les Allemands décident de sortir de l'euro. Avec les Hollandais, par exemple. Elle a remplacé son client européen, la France, par un autre client qui est en dehors de l'Union européenne. Donc, elle n'y perdrait rien si elle en sortait, quoi. Et surtout, elle n'aurait plus à gérer les problèmes de dette des pays du Sud. Mais alors voilà, le problème, c'est que vous dites que l'euro n'a pas été conçu pour en sortir. L'article du traité sur l'Union européenne numéro 50 permet une sortie de l'UE, mais alors est-ce qu'on sortirait en même temps de fait de l'euro si on sortait de l'UE? Si on sort de l'UE, on sort de l'euro, et si on sort de l'euro, on sort de l'UE. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais l'article 50 n'est pas la meilleure solution pour sortir de l'UE, à mon avis. C'est ce qu'ont choisi les Anglais, mais en activant l'article 50, on accepte les conditions de l'Union européenne, les conditions de négociation. D'accord. Il y a d'autres possibilités. Il y a la Convention de Vienne, par exemple, qui permet de sortir. Proposer un délai raisonnable de négociation, et puis de sortir unilatéralement si... Mais une sortie à plusieurs, est-ce que ça serait prévu par l'article 50 ? Vous me posez une question que je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi qu'on évoque souvent sur ce plateau avec Olivier Pichon, c'est le fait que certains États membres de l'Union européenne se préparent plus ou moins en secret à sortir de l'euro, et c'est notamment ce qu'a proposé l'économiste italien Alberto Bagnai, qui a élaboré ce système qu'il nomme Minibot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, sans trop rentrer dans la technique? Le Minibot, c'était d'abord une expérience locale. C'était une petite monnaie parallèle qui pouvait permettre de payer ses impôts dans un premier temps. Et donc, c'était un test pour voir si l'Italie était en mesure de relancer la machine en cas de sortie de l'euro. Il y a d'autres pays qui se préparent. Il y a, par exemple, je crois que la Hollande a des stocks de billets. Relancer ses imprimeries. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui commencent à réfléchir sérieusement à ça. J'entendais l'autre jour Christian Saint-Étienne, qui n'est pas considéré comme un fanatique, c'est moins qu'on puisse dire. Il a dit qu'il fallait commencer à songer à activer l'article 50.
Si on ne peut pas renégocier, si Macron et Le Maire, qui sont en train de mendier depuis 4 mois une renégociation du marché européen de l'électricité, ne parviennent pas à leur fin, il l'a dit, il faudra penser à faire comme les Anglais. On a versé, on le sait depuis des années, des trillions. La BCE a fait imprimer des trillions d'euros. Et nous dites que malgré cela, nos banques ont perdu 80% de leur capitalisation boursière depuis 2006. Ça fait peser quel risque sur le système bancaire européen et sur les épargnants, les banques de la zone euro sont des macabées. Branchés sur un respirateur artificiel qui s'appelle la BCE. Il n'y a plus de liquidité de marché interbancaire depuis une dizaine d'années. Les banques de la zone euro ne se prêtent plus entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent leur situation, elles se doutent bien que leurs congénères sont dans la même. Le problème, c'est le hors-bilan. Le hors-bilan, c'est-à-dire, disons, le bilan un peu, la dette un peu cachée, les produits financiers un peu exotiques. C'est ça le problème. Un peu pourri, quoi. Ouais. Un peu pourri, ouais, qu'on a mis dans des structures idoines, mais qui ne sont pas morts, qui sont toujours là. Et donc, les banques européennes sont mortes. Alors, tout a été prévu. L'UE s'est dotée d'un arsenal juridique pour, en cas de faillite d'une banque, les déposants se retrouvent actionnaires de la banque, automatiquement. Alors, paraît-il qu'il y a une garantie pour tous les dépôts inférieurs à 100 000 euros. C'est ce que j'ai lu. Alors, il y a effectivement en France un fonds de garantie des dépôts qui a été abondé de 6 milliards pour garantir donc, je crois, 2 trillions ou quelque chose comme ça. Donc on est très en dessous de ce qu'il faudrait, quoi. Donc il n'y a rien. Ouais. Soyons clairs, il n'y a rien. En cas une banque fait faillite, c'est terminé. Vous perdez tout. On a vu Christine Lagarde depuis juillet augmenter ses taux. D'abord, ça a été 50% et puis 2 fois 75, ce qui nous fait 200 points de base depuis juillet. C'est quoi les conséquences de cette politique de la BCE sur les dettes ? Madame les Lagarde, dettes publiques des États européens. Court derrière les États-Unis et court derrière le dollar. C'est pour ça qu'elle n'est pas maître de sa stratégie pour contenir l'inflation. Les conséquences, eh bien, ça va être pour chaque pourcent, je crois, de hausse de taux, pour nous, ça représente une charge de la dette qui augmente de 36 milliards par an. Pour 1%. Pour 1%, oui. Donc, dès l'année prochaine, en ce qui nous concerne, la charge de la dette, c'est-à-dire la part du budget de l'État qui est consacrée au remboursement des intérêts, même pas du nominal, des intérêts, ce sera déjà le premier budget de dépenses avec l'éducation nationale. Ça, c'est pour l'année prochaine. Et la Banque de France, qui publie dont on peut imaginer qu'elle est fiable, estime que ça sera le premier budget de dépenses dès 2024. Oui. Donc bientôt, toutes les taxes, si ça continue comme ça, toutes les taxes, tout ce que l'État collecte sera engouffré dans la charge de la dette. Et en plus, on a appris il y a quelques semaines que l'agence France Trésor, qui est chargée d'émettre de la dette, qui est donc chargée d'aller emprunter sur les marchés financiers, avait donc décidé, sous l'impulsion de M. Le Maire et du Président de la République, d'émettre de la dette indexée sur l'inflation. Oui. Alors qu'on est en pleine crise inflationniste. Pourquoi est-ce qu'on a commis cette folie ? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, l'agence France Trésor est devenue une annexe du service marketing des banques, puisque, d'après M. Le Maire, c'est parce que les investisseurs étaient en recherche de nouveaux produits. Donc, j'en déduis que nous faisons de l'ingénierie financière pour les clients des banques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est un produit d'économie du tiers-monde. Ce sont les pays du tiers-monde qui s'endettent avec des obligations indexées sur l'inflation. Parce que leur monnaie n'est pas crédible. Ouais. Voilà, donc en fait, l'euro est en train de devenir une monnaie du tiers-monde. Oui. Enfin, elle l'est déjà depuis... Et nous convergeons économiquement vers un pays du tiers-monde. Parce que, regardez, vous avez quoi ? Tourisme de masse, développement du tourisme de masse, monnaie de moins en moins crédible, inflation, insécurité. Ça vous rappelle quoi, ça ? C'est un pays du tiers-monde. C'est la définition d'un pays du tiers-monde. Alors, on a déjà assez tiré sur cette pauvre ambulance de l'Union européenne
et de l'euro. On va éventuellement aussi parler un petit peu de l'avenir. Vous dites qu'après avoir vidé les pays de leur souveraineté, la Commission maintenant va s'en prendre à nos libertés individuelles. On a déjà vu ce qui s'est passé avec les confinements, avec ce qui s'est passé avec les passes sanitaires, vaccinales. Pourquoi est-ce que vous voyez les projets de digitalisation de l'identité et de la monnaie numérique, on en parlait un petit peu au début de cet entretien, comme un danger? Alors, la monnaie numérique, c'est de loin la directive la plus inquiétante que j'ai vue depuis que je consulte ce qui se passe à la Commission européenne. Parce que la monnaie numérique, on vous présente ça comme une sorte de portefeuille, comme une sorte de portefeuille sécurisé. Or, en fait, oui, c'est pour lutter contre la délinquance. Contre la délinquance et l'insécurité. Ouais. Mais la réalité, c'est que lorsque vous convertissez vos euros en euros numériques, ce que vous obtenez, ce n'est plus de l'argent. L'euro numérique, ce n'est plus de l'argent. C'est plutôt un mélange c'est un ticket de rationnement, un ticket restaurant, un bon d'achat, parce qu'on oublie juste de vous préciser qu'il est programmable. Oui, c'est une monnaie programmable, la monnaie numérique de banque centrale. Ouais. Voilà. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire programmable? Ça veut dire qu'en fonction de votre profil, vous, par exemple, qui pensez mal, puis étant donné que vous travaillez à TV Liberté, vous pensez mal, donc on pourra vous empêcher d'acheter un billet de train, par exemple. On pourra vous punir. Les brimades envisageables sont sans fin. Donc comme le contrôle social qui arrive aux Chinois. Mais Madame Lagarde a déclaré il y a quelques semaines, déjà, elle était toute fière d'annoncer que grâce à l'euro numérique, nous pourrions contraindre des gens à n'acheter que de la nourriture. C'est même pas encore en service que Madame Lagarde pense déjà à l'utilisation négative. Alors, ça n'a de limite que la folie des fonctionnaires. Alignement donc de la politique de Madame Lagarde sur ce qui se passe en Chine, puisqu'on sait que le yuan numérique, vous me le disiez avant qu'on commence cet entretien. En Chine, plus personne ne paye. Le cash a quasiment disparu. Oui. Les billets de 100 yuan sont raréfiés et tout le monde paye en euros numériques. Et donc, cette disparition du cash, ça permet une traçabilité. Chaque euro est traçable depuis son émission jusqu'à son retour à la Banque centrale. Donc c'est la fin de l'anonymat des transactions et l'orientation de la consommation. Et la digitalisation de l'identité. Alors ça c'est pareil, on nous présente ça comme une carte d'identité, comme une autre, si ce n'est que ça peut aussi être utilisé comme un porte-document. Facultatif, dans un premier temps, comme d'habitude. Porte-document, quel document? Eh bien, le dossier médical, dossier fiscal, toute votre vie pourra être greffée sur cette identité numérique. Et cette application, en tout cas dans sa version française, vous l'indiquez dans votre ouvrage, elle est déjà disponible depuis l'été, dit-on, sur la base du volontariat. Du volontariat, bien entendu. Et en plus, comme on vous le dit, mais si vous ne voulez pas tout montrer, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Mais c'est prêt. Je crois qu'on peut aller à la poste, faire sa carte d'identité numérique. Ça sera ma dernière question, Alain Falento. On arrive à la fin de cet entretien en votre compagnie. Vous dites que la sortie donc, de l'Union européenne et de l'euro est la seule issue pour sauver ce qui nous reste. Mais est-ce souhaitable aujourd'hui, en pleine crise inflationniste et avec l'exécutif qu'on a? Alors, le problème, ce n'est pas la crise inflationniste. Le problème, c'est l'exécutif. Il n'y a rien de pire que de recouvrer sa liberté pour mal en user. Si c'est sortir de l'Union européenne et de l'euro pour se retrouver avec des Le Maire, des Macron ou des Castaner, ça ne sert à rien. Ça sera encore pire. Autant continuer à mourir gentiment, à pourrir gentiment sur place, comme ce qui va certainement se produire dans l'Union européenne. Ça nécessite des gens bien particuliers, ça nécessite de mobiliser des compétences économiques, des compétences techniques. Et je ne crois pas que pour l'instant, on soit en mesure de le faire. Et ça nécessite également qu'on soit éventuellement allié avec un autre pays pour avoir plus de poids face à l'Union européenne qui resterait éventuellement en vie et face au FMI. On a vu ce qui s'était passé avec la Grèce, la fameuse Troïka qui avait fait pression sur le gouvernement pour qu'il plie. Oui. Mais je pense que
Le vrai problème, c'est que, comme l'a écrit, j'ai reçu une lettre d'un député français qui a lu le livre et qui est assez connu et qui m'a dit « Vous avez raison, mais l'opinion française n'est pas encore préparée. Le peuple français n'est pas prêt à ça. » Et c'est vrai, 60%, il faut se rendre à l'évidence, 60% des gens votent pour Macron. C'est quand même une réalité qu'on ne peut pas ignorer. 60% des votants. Oui, des votants. Enfin, il n'y a pas de raison de penser que statistiquement, les non-votants soient différents. 60% des votants votent pour Macron. Donc, c'est pas encore d'actualité. Mais simplement, si nous... le risque, c'est que l'Europe sorte de nous et qu'on ne soit pas prêt. Voilà. Il faudrait se préparer. Les premiers sortis seront les mieux servis. Ça sera donc la conclusion, cher Alain Falento, de cet entretien en votre compagnie, votre ouvrage. Je répète son titre, 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe, question de vie ou de mort, ouvrage disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Quant à nous, on se retrouve, merci monsieur, pour un prochain numéro de Politique et Économie. À bientôt. Merci.